Yves Lignon, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, pour cette seconde émission, nous allons parler de maisons et de lieux hantés. C'est un sujet qui vous a toujours intrigué, les maisons hantées, les lieux hantés? Oh, bien sûr que les maisons hantées m'ont toujours intrigué, ne serait-ce sans doute que parce que c'est là que le merveilleux du paranormal s'exprime le plus. Vous pensez une maison hantée, des bruits la nuit, des ombres, des spectres, c'est le cinéma dans la réalité. C'est vrai, et puis ça intrigue les enfants surtout, hein. Oui, bien sûr. C'est quand même, finalement, la maison hantée, c'est quand même plus dérangeant que la voyance, par exemple, parce que la voyance, c'est familier, on connaît. On a des témoignages autour de soi de voyance ou de supposée voyance. Tandis que la maison hantée, c'est rare. On sait qu'il y en a une, elle est peut-être à côté de la commune dans laquelle on vit, mais elle est peut-être à 50 km, à 100 km. On en a entendu parler, on a envie d'y aller, on n'ose pas trop y aller. Oui, c'est très fort, la maison hantée. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des lieux, des maisons hantées qui, après enquête scientifique, n'ont pas trouvé d'explication physique ou rationnelle? Pas d'explication. En l'état actuel des connaissances scientifiques, oui. Et c'est vrai en général d'ailleurs pour tous les phénomènes que l'on qualifie de parapsychologiques. On arrive avec les méthodes scientifiques à les mettre en évidence, mais on ne trouve pas d'explication. En science, pour trouver une explication, il faut se référer à une théorie. Eh bien, à propos des maisons hantées, tout comme à propos de la voyance, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, la théorie n'existe pas. Il n'y a que le constat. Alors ceci dit, le phénomène de maison hantée est rare, les vrais phénomènes parapsychologiques sont rares, mais la maison hantée c'est le plus rare de tous peut-être. Moi je considère qu'en une trentaine d'années, j'ai ouvert une centaine d'enquêtes à partir de témoignages. Alors quand j'entends centaines d'enquêtes, ça veut dire que je ratisse large, je compte tous les cas où je n'ai pas jeté au panier la lettre dès que je l'ai reçue. Vous voyez. Ah oui. Mais une enquête, ça peut être 2 coups de téléphone. Et ça suffit. Alors le bilan de ce travail, c'est que il y a souvent une explication à laquelle personne ne pense sur le moment. Lesquelles, par exemple? Ça peut être des infiltrations d'eau souterraine. Ça peut être la circulation des camions sur la route. Je pense à un cas dans une petite commune près de Toulouse. Ça peut être tout simplement la charpente qui travaille. Il y a des tas d'explications, mais les gens n'y pensent pas parce que le phénomène les surprend. Donc à partir du moment où on est surpris, on se dit de suite, ça ne peut pas être simple, alors qu'en réalité, ça l'est. Mais ceci dit, sur cette centaine d'enquêtes, à 4 ou 5 reprises, eh bien, je me suis trouvé devant des phénomènes dont j'avais la certitude au sens scientifique, la certitude que peut avoir quelqu'un comme moi, qu'ils étaient bel et bien réels, et donc ils ne s'expliquaient pas. Alors, je suppose qu'après des années d'enquête et de recherche, vous êtes tombé sur une vraie maison hantée. Oui, absolument, à moins de 10 reprises. Ah oui? Oui, et j'ai même une fois vécu le phénomène en direct, et d'autres fois en recoupant les témoignages, en interrogeant les gens qui avaient vécu les événements, eh bien, ma conviction a été faite. Ah, vous pouvez nous raconter? Alors, écoutez, on a vu récemment sur la télévision une évocation de ma première enquête. C'était, on peut le citer, je pense, sur TMC, dans les 30 histoires les plus extraordinaires. Et puis on a repassé un sujet que j'avais tourné, je crois, pour une autre chaîne de télévision. On a repassé un sujet concernant la maison hantée de La Machine. Alors, curieusement, La Machine, c'est le nom d'une commune. C'est une commune de la Nièvre. Eh bien, dans cette commune, en 1973, il y a eu un cas de maison hantée qui a été investigué par la brigade de gendarmerie. Et la brigade de gendarmerie a fait un travail remarquable. Ces gendarmes ont pensé à tout, ils ont eu toutes les bonnes idées pour contrôler les lieux, pour faire des tests. Et effectivement, le phénomène est incontestable. Et moi, par la suite, j'ai repris leur dossier, si vous voulez. J'ai vu en main le dossier de la gendarmerie et j'ai voulu le lire d'un œil critique. Et d'un œil critique, mon œil critique ne trouvait rien. Et donc, par conséquent,
quand le brigadier qui commandait les gendarmes, les quelques gendarmes de cette petite commune, disait que le mur parlait, eh ben, il avait raison. Alors ce mur ne parlait pas comme nous sommes en train de parler. Il répondait à des coups, il répondait par des séries de coups à des questions qui lui étaient posées par un petit garçon. Et ces questions étaient vraiment très difficiles. Dans le sujet que peut-être certains de ceux qui nous écoutent ont vu à la télévision, le brigadier Guibert évoque 2 cas qui sont particulièrement spectaculaires. Donc, le schéma, vous le voyez, un petit garçon qui est tout seul, qui est loin du mur, le mur c'est une cloison qui sépare deux logements, et un gendarme de chaque côté du mur, et puis le brigadier qui pose des questions, et le mur qui répond par des séries de coups. Alors, par exemple, ce qui est le plus frappant, et d'ailleurs ce que le réalisateur de télévision avait bien retenu, on demande au mur combien il y a de gendarmes à la machine, sous le commandement du brigadier. Et le mur tape 7 coups. Et là, réaction, en particulier du brigadier, le mur s'est trompé, la machine est une petite ville, je n'ai que 5 gendarmes sous mes ordres. Ça se passait en début de soirée. Le lendemain matin, arrive une lettre de la hiérarchie disant vous allez avoir des renforts de gendarmes mobiles. Ah ben il y avait un phénomène de voyance en plus. Oui, mais effectivement on peut penser qu'on avait un double phénomène, à savoir que le gamin Doudouche avait des informations par voyance et que ces informations par voyance, au lieu de les traduire en parlant, il les exprimait à travers le mur. Et le mur qui était dans le fond devenu son copain. Eh ben en effet. Et alors, comment ça s'est terminé cette histoire? Eh bien, ça s'est terminé que le village s'est emparé de l'affaire. Et malheureusement, avec 5 gendarmes, c'était difficile d'établir des barrages pour empêcher les gens de venir discuter, poser des questions au mur. Tout le monde voulait voir ce mur merveilleux. Et donc, on a éloigné le petit garçon, et le phénomène a cessé. Et vous avez un autre exemple? Oui, alors, bon, ça c'est l'histoire de petits garçons et de gendarmes. Une histoire comparable, là dans ma région, près de Toulouse, c'est encore un petit garçon, et ce n'est pas chez un gendarme, c'est chez le garde champêtre. Ah oui. Et le petit garçon est le fils du garde champêtre. Eh bien, là, la famille vit tranquillement, et en plein milieu d'année scolaire, au mois de février, il se passe un événement dans la vie de cette famille tranquille. Il y a simplement le papa, donc qui est garde champêtre de son village, la maman, la grand-mère et le fils. Eh bien, la famille, le garde champêtre, fait un héritage important. Et avec une certaine forme de naïveté, pas méchamment, il commence à se prendre pour une personnalité. Non seulement il est une personnalité parce qu'il est garde champêtre, mais du jour au lendemain, il devient un notable. Et il décide que l'école communale dans le village, ça ne suffit pas pour le fils d'un notable, le fils du nouveau notable. Alors bien entendu, quand on présente les choses comme ça, on a l'impression que le bonhomme est très antipathique, que c'est un vaniteux, etc. Mais pas du tout. Quand je l'ai rencontré, c'est le plus gentil homme du monde. Simplement, il s'est dit, puisque maintenant j'ai les moyens, puisque je suis quelqu'un, mon fils mérite une autre école. Et donc, en pleine année scolaire, le petit garçon a été envoyé dans une école à Toulouse. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans la maison, les objets se sont mis à se déplacer. Tous les objets. Une pile d'assiettes posée sur la table, traverser la table en diagonale, et tous cassés. Les tableaux au mur s'agitaient. La grand-mère a vu une flûte, qui était justement la flûte de son petit-fils, faire une trajectoire dans le couloir. Alors nous avons été appelés avec mon groupe, et nous avons écouté toute l'histoire, et nous avons dit au garde champêtre, écoutez, vous nous avez fait confiance en nous appelant, continuez à nous faire confiance, et quoi que vous en pensiez, remettez votre fils dans l'école du village. Les phénomènes cesseront. S'ils ne cessent pas, vous nous rappellerez. Et les phénomènes ont cessé.
Alors là, c'est la vraie maison hantée que l'on voit dans les films. Oui, c'est la vraie maison hantée qu'on voit dans les films avec les objets qui se déplacent, mais sans apparition. Hein. Ouais. On pourra peut-être en dire 2 mots tout à l'heure, si vous voulez, parce que souvent, dans l'esprit des gens, qui dit maison hantée dit fantôme. Oui. Alors que c'est pas du tout la même affaire. Donc, il nous faudra en parler un petit peu. Mais là, c'est la maison hantée, oui, je vais dire c'est la maison hantée hollywoodienne moderne. Tout à fait. Là où les objets se déplacent, alors que dans la maison hantée classique, justement, il y a des apparitions. Bon. Et donc, oui, ça s'est passé très bien. Le petit garçon est revenu à l'école et les phénomènes ont cessé. Et moi, je trouve cette histoire tout à fait intéressante, vous voyez, parce qu'on est un peu au cœur de la problématique. À chaque fois qu'on a une maison hantée de ce type, eh bien, il y a parmi les personnes qui fréquentent la maison quelqu'un, alors en l'occurrence c'est un petit garçon, qui est mal dans sa tête. Ouais. Là, en interrogeant le papa et la maman, on a appris que oui, on avait changé le petit garçon d'école pour son bien et parce qu'enfin on avait les moyens, mais que le petit garçon il n'aimait pas ça. Parce que en pleine année scolaire, c'est ce qui lui était advenu, c'est que il prenait un car le matin très tôt, il rentrait de Toulouse relativement tard le soir, il voyait plus les copains, il voyait plus personne. Il était mal dans sa tête, et donc, par conséquent, c'est à faire un lien avec ce phénomène physique de déplacement d'objets qui se produisait. D'accord. Et depuis à peu près 80 ans qu'on étudie comme ça sérieusement les témoignages de maisons hantées, on a toujours trouvé ce genre de corrélation. D'un côté, il y a quelqu'un qui a un problème. Et de l'autre côté, il y a des effets physiques. Et c'est systématique ? C'est systématique. C'est systématique et c'est très curieux parce que le problème en lui-même, c'est pas un problème grave. Vous voyez, là, dans l'histoire du Grard de Champêtre, c'est un gamin qu'on change d'école et qui n'est pas content à cause de ça. C'est pas un gamin qui souffre de graves troubles psychologiques. Non, c'est pas grave, effectivement. Bon, eh bien, ça suffit. Dans l'histoire de la machine dont nous parlions tout à l'heure, le gamin, il avait une mère beaucoup trop protectrice. Il avait une mère qui l'étouffait et il était mal à l'aise à cause de ça. Mais il y a dans notre monde des tas d'enfants qu'on change d'école en cours d'année, des tas de gosses qui sont plus ou moins étouffés par leur mère, et dans toutes ces familles-là, ça n'est pas la sarabande. Non, tout à fait. Donc c'est la curiosité, mais la curiosité du phénomène, mais la science ne sait pas aller plus loin au-delà de ce constat. Et surtout, une idée fausse, tiens, qu'il faut bien se dire, c'est que ça n'est pas toujours un enfant qui est mal dans sa tête. Oui, ça peut être un adulte. C'est pas toujours un enfant. Là aussi, c'est l'effet du cinéma, d'une certaine littérature. On pense toujours que c'est un jeune garçon ou une jeune fille. Pas du tout. Dans le troisième grand cas que j'ai étudié et qui se passait près de Montpellier, celui qui avait un problème, c'était un monsieur qui avait 45 ans. Donc c'était pas un enfant. Et il avait une décision à prendre dans ses rapports avec le voisinage. Et il se trouve que quand on a une décision à prendre, on a toujours 2 possibilités, soit blanc, soit noir. Bien sûr. Lui, il avait à choisir entre blanc et noir, et aucun des 2 choix ne lui convenait. Il ne pouvait pas choisir. S'il choisissait blanc, il n'était pas content, ça n'allait pas. S'il choisissait noir, ça n'allait pas non plus. Et bien, du jour où il s'est rendu compte de cela, il a eu des coups dans les murs, mais qui ne répondaient pas aux questions. Mais des coups énormes. Là aussi, j'avais mené une enquête avec une équipe scientifique. Nous appelions ça le gong de l'enfer, parce que nous les avons enregistrés. Et ça cognait, c'était des coups dans le mur à ébranler la maison. C'était extraordinaire. Et moi, je suis très content de l'enquête sur cette maison hantée de la région montpelliéraine, parce que nous avions fait une liste, asseyons-nous, de 23 hypothèses possibles. Oh oui, en effet, oui. Et nous les avons éliminées les unes après les autres. Alors donc nous avons pensé aux infiltrations d'eau souterraine, nous avons pensé à des défauts dans la construction du bâtiment. Donc on a fait intervenir un géologue, on a fait intervenir un architecte. Enfin, on avait toute une liste comme ça. La dernière de la liste, la 23e, c'était un effet parasite
dû au radar d'une base militaire qui n'était pas très loin, une base aérienne qui n'était pas très loin. Ben, avec le concours de spécialistes, si j'ose dire, de chaque hypothèse, nous les avons toutes éliminées. En effet. Alors, il restait plus que ce qu'on appelle souvent l'hypothèse paranormale. Et donc là, c'est en discutant avec le propriétaire des lieux que on est arrivé à recouper. Je me vois là, chez lui, tranquillement, en train de discuter avec un psychologue et un gendarme, encore une fois, parce que là aussi, c'était des gendarmes qui nous avaient appelés, en train de discuter, de dire, mais alors, quand est-ce que ça a commencé? Bon, ça a commencé à telle date, c'était au mois d'octobre. Et à cette date-là, vous aviez du souci. Alors, le monsieur nous a d'abord dit non, parce qu'effectivement, il pensait pas avoir des soucis. Il y avait juste cette affaire avec les voisins, ça allait pas. Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là, ça m'embête. Et à force de questionnement, surtout mené par le psychologue, pas par moi bien sûr, eh bien, on est arrivé à lui faire dire que du jour où il s'est rendu compte que finalement son problème avec les voisins était un problème insoluble, c'est cette nuit-là qu'il a entendu les coups pour la première fois. Ah oui, c'est curieux. Hein. Oui. Alors lui, quand on lui a bien expliqué, on lui a dit, écoutez, soyez un grand garçon à votre âge, prenez une des deux décisions et tenez-vous-y. Oui. Il l'a fait et on n'a plus entendu un seul coup dans le mur. Le gong est retourné en enfer. Nous sommes en compagnie d'Yves Lignon, on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie d'Yves Lignon, nous parlons des maisons et des lieux hantés. Est-ce que vous avez un exemple de maison hantée avec apparition? Non, justement, parce que je crois que les maisons hantées avec apparition ne tiennent pas beaucoup la route. Il y a un cas qui est assez célèbre en France, c'est celui du château de Vos, près de Vichy. Celui-là, sur lequel j'ai enquêté, non, il n'y a pas... non, vraiment, c'est une affaire, c'était un piège à touristes, pas plus. Il y a un cas qui est connu, dont on parle aussi beaucoup, et qui m'intrigue davantage, c'est celui de l'abbaye de Mortemer. Ah oui. Donc on parle beaucoup de la Dame Blanche de l'abbaye de Mortemer, et on trouve dans le dossier un détail qui m'a frappé, puisque à l'abbaye de Mortemer, il y a non seulement la Dame Blanche, mais il y a des moines fantômes, il y a des chants religieux, etc. Et il se trouve que cette abbaye, pendant la Première Guerre mondiale, a servi d'hôpital pour soigner des blessés britanniques, des officiers. Et il y a l'un des officiers qui ne connaissait pas ce qu'on peut appeler, jusqu'à plus ample informé, la légende. Il y a un des officiers britanniques qui a entendu les chants religieux. Alors, rien que ce genre de petits détails accrochera toujours un chercheur en parapsychologie. Parce que la parapsychologie, c'est une affaire de brenne de laine, et on tire, et quelquefois toute la pelote vient. Très souvent, il vous reste seulement le brin de laine entre les doigts aussi. Et donc, c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres à l'étranger? À mon avis, non. Les récits d'apparition dans les maisons hantées, le dossier n'est pas solide. Ce qui ne veut pas dire que les apparitions prises toutes seules, elles ne posent pas de problème, au contraire. Et c'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, il faut bien faire le point. Pour le grand public, pour les spectateurs de cinéma, bon, effectivement, dans la maison hantée, on voit des fantômes. Et je crois que sur le plan scientifique, il y a d'un côté le problème posé par les déplacements d'objets,
par les coups dans les murs, par les pianos qui jouent tout seuls. Oui. Oui. Ouais. Bon, des choses comme ça. Et d'un autre côté, le problème des apparitions. On a eu un cas, Jeanne Moranier, justement. On constatait que le piano jouait tout seul chez elle. Hein. Elle m'en a parlé parce que je l'ai rencontrée, cette dame. Et elle me disait que le piano jouait tout seul. Oui, c'est un classique là. Madame Moranier était une dame extrêmement gentille, moi que j'appréciais beaucoup sur le plan personnel. Mais je m'intéressais beaucoup plus à ce qu'elle pensait être des communications avec son fils décédé qu'au témoignage physique, parce qu'elle était jugée partie. Oui. C'était elle qui disait avoir entendu le piano. Il n'y avait pas de vision extérieure. Mais ceci dit, des cas de piano qui jouent tout seul, il y a au moins un cas à la fin du 19e siècle qui est très très bien documenté chez un peintre de l'époque, qui était célèbre à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui, où à 3 reprises le piano a annoncé un décès. C'est vraiment un dossier très solide. Il y a des histoires assez particulières. Alors c'est un petit peu différent des maisons hantées, mais ça me fait penser à l'histoire des 2 Anglais se promenant dans les jardins à Versailles. Oui. Alors là aussi, ça c'est un dossier qui m'a passionné à une époque, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est très bizarre, hein, les 2 Anglaises à Versailles, c'est une histoire bizarre. Mais il y a un inconvénient, c'est que ce sont elles qui ont mené l'enquête. Alors, du point de vue de la méthodologie scientifique, c'est pas bon. C'est pas bon. Je veux pas dire que le dossier n'est pas bon. Je veux dire que c'est une faiblesse du dossier. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. Quand on prend leur récit, il ne faut pas oublier que le Versailles qu'elles ont vu, c'est un Versailles qui n'existait plus en 1920. C'est très important. On pourrait rappeler les faits brièvement pour les auditeurs qui ne sont pas au courant. Oui, c'est vrai, on devrait d'abord rappeler l'histoire. Eh bien, ce sont 2 dignes britanniques, des Miss, comme on en fait moins maintenant à l'époque de la mondialisation, mais comme on en faisait beaucoup en 1901, donc qui étaient toutes les 2 institutrices et célibataires, et qui, faisant du tourisme à Versailles le 10 août 1901 exactement, eh bien, ont, selon le mot d'Einstein qui en a raconté l'histoire, manqué une marche dans l'escalier du temps. Brusquement, elles se sont retrouvées dans le Versailles de Marie-Antoinette. Elles ont rencontré des gens qui vivaient à l'époque de Marie-Antoinette. Et c'est ça qui est très très fort. Elles ont vu les lieux tels qu'ils étaient à la fin du XVIIIe siècle, alors que depuis les parcs de Versailles avaient été aménagés et réaménagés. Elles ont vu des bâtiments qui n'existaient plus. Elles ont vu des coins de jardin qui avaient été modifiés. Ça, c'est extrêmement fort. Il leur est vraiment arrivé quelque chose, mais c'est elles qui ont mené l'enquête. Et ça, vraiment, je déplore. Enfin, elles l'ont fait de toute bonne foi. Oui, bien sûr. Et il faut voir qu'elles ont écrit leur récit indépendamment, et puis quand elles sont rentrées de cette promenade vraiment dans le temps, eh bien, elles ne se sont pas dit tout de suite « j'ai vécu quelque chose ». Chacune est restée avec ce qui a été un secret pendant quelque temps. Et c'est finalement, elles se le sont avouées parce qu'elles étaient gênées de rester toutes seules avec ça. Donc il y a vraiment eu quelque chose, mais le dossier est mal ficelé, c'est dommage. Alors je suppose qu'elles ont vu des personnages, mais elles ne sont pas rentrées en communication en tant que telles avec ces personnages. Il y a eu un personnage féminin qui était sur une pelouse en train de dessiner, que certains ont assimilé à Marie-Antoinette, mais ça c'est peut-être allé un peu vite, parce qu'il n'y avait pas que Marie-Antoinette qui se mettait en plein air pour dessiner ou pour peindre, et ce personnage leur a fait un signe. D'autre part, au début de leur aventure, parce que, et d'ailleurs, je parlais des faiblesses du dossier, mais il y a les côtés forts aussi. Quand elles ont publié un livre, elles l'ont appelé simplement Une aventure. Elles n'ont pas osé dire on va vous raconter comment nous avons rencontré des fantômes à Versailles. Une aventure qui nous est arrivée. Et donc, au début, elles rencontrent des personnages qui leur indiquent la direction à prendre. Il y a des personnages qui arrivent affolés qui leur disent non, il faut passer par là, et ainsi de suite. Donc, si elles ont croisé des fantômes, il y a eu une communication avec ces fantômes. Peut-être pas sous la forme d'une conversation de café du commerce, mais il y a eu des échanges.
Et puis il y a eu cette fameuse histoire qui se déroule à Paris. Je pense que c'est du côté du Jardin du Luxembourg. Et c'est un. Oui. Ouais, vous voyez de quoi qui est invité. Voilà. Voilà. Alors cette histoire, je crois qu'elle a été popularisée par Guy Breton. Il en existe plusieurs versions. Ah. Et avec des variantes. Ouais. C'est bien sûr c'est autour du Jardin du Luxembourg, mais c'est pas toujours dans la même rue. C'est pas toujours le même. C'est toujours un jeune homme, mais ce qui loue. Alors donc il faut la raconter aussi. Oui, je pense. allez-y. Donc c'est un jeune homme qui est plus ou moins mystérieusement invité à une réunion dans un salon, et il assiste à cette réunion et il oublie sur place un objet. Dans certaines versions, c'est son portefeuille, dans d'autres versions, c'est un briquet de luxe. Et il revient le chercher le lendemain, et on lui dit, mais personne n'occupe cet appartement depuis des années, ils sont tous morts. Et alors, il insiste auprès du concierge, mais ouvrez-moi-le quand même. Et quand on lui ouvre l'appartement, eh bien, il trouve son portefeuille ou son briquet. Oui. Bon, voilà le schéma général. Ouais. Avec donc diverses versions. Quelquefois, quand il est dans le salon, ce jeune homme, il participe à une conversation. D'autres fois, il tombe sur un groupe qui joue de la musique de chambre. Bon, tout ça sont les variantes. Eh bien, moi, je pensais que c'était une légende urbaine. Oui. Pure et simple. Et j'y pensais à la suite de l'enquête d'un journaliste qui est aujourd'hui décédé, un jeune journaliste qui se nommait Nicolas Maillard, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui est bizarre et qui avait enquêté sur cette affaire et qui malheureusement est mort avant d'avoir pu rédiger un compte-rendu, mais qui disait déjà dans les dernières semaines de sa vie, qui disait non, ça ne tient pas debout. Ah. Bon. Alors, donc il n'avait pas publié, donc c'était difficile de dire, mais si on le connaissait personnellement, ce qui était mon cas, si on avait apprécié son sens de la rigueur, on pensait qu'il devait avoir des biscuits dans sa mallette. Bon, donc j'en étais là. Et puis récemment, un autre ami, un écrivain qui s'appelle Claude Hars, eh bien, a trouvé sur la même histoire, sur une version de la même histoire, le récit d'un commissaire de police. Ah oui. Alors ça, c'est autre chose qu'une rumeur qu'on raconte parce que quelqu'un vous l'a raconté et qu'on la répète et que c'est une belle histoire. Bien sûr. Il y a le récit, le témoignage d'un commissaire de police que Claude Hars a rapporté dans un livre qui s'appelle Voyage dans la France mystérieuse. D'accord. Donc il faut reprendre le dossier là aussi. Si on est en train de vider la baignoire, il faut vite rattraper le bébé par la cheville, parce que tout compte fait, cette histoire, elle n'est peut-être pas si fantaisiste que cela. Alors, quelles sont les investigations, les recherches, le travail que l'on doit faire pour trouver si une maison est véritablement hantée? Comment s'y prend-on? Eh ben, avec un peu en prenant le bon sens par le bon bout. C'est-à-dire, vous voyez, en se disant par exemple que un enquêteur scientifique comme moi, mais moi je suis un tout petit exemple. Il y a un laboratoire allemand, un institut allemand qui est plus ou moins spécialisé, il arrive aux mêmes conclusions, en se disant que la plupart des maisons hantées ne le sont pas. Oui. La plupart des maisons qu'on prétend hantées ne le sont pas, mais que dire la plupart, ce n'est pas dire toutes. Bien sûr. Il y a un résidu, et que c'est ce résidu qui pose problème et qui mérite d'être pris au sérieux. Bon, ça, c'est, c'est peut-être l'idée qu'il faut avoir en tête au départ. Puis, ensuite, la mise en pratique de cette idée, puisque la plupart des maisons hantées ne le sont pas, cherchons toutes les explications banales, possibles et imaginables. Et c'est seulement si nous les écartons toutes que nous pourrons parler de paranormal. C'est ce qui m'est arrivé dans la commune près de Montpellier. Quelle est votre actualité du moment, Yves Lignon, et vos projets? Eh bien, bon, j'ai publié 2 livres l'année dernière. L'un qui s'intitule La vie et après. On en avait parlé, oui. Oui, je me souviens. J'en ai publié un autre peu de temps ensuite qui s'appelle Les phénomènes paranormaux, aux éditions Milan. Et alors là, c'est presque le paranormal pour les nuls, bien que la marque soit déposée. Vous voyez, c'est un panorama très général. Et c'est un livre que je recommande. D'accord. Oui, pour sensibiliser les gens, justement. Oui, non, non, mais c'est un livre que je recommande, alors non pas pour mon argent de poche, mais parce que les éditions Milan ont fait un très joli objet. Oui. Il y a le livre est vendu avec un étui qui contient des reproductions de photos de fantômes.
d'un texte de Nostradamus, vous voyez. Ah, ouais. Il est très bien illustré et il vaut moins de 10 € ce magnifique Ah ouvrage. bah oui, en effet. Ah. Donc c'est un ouvrage d'introduction, c'est une espèce de que sais-je du paranormal. D'accord. Et vous Et avez... je prépare un ouvrage justement sur les maisons hantées. Ah bah ça tombe bien. Sur les maisons hantées à toutes les époques et sous toutes les latitudes, mais je ne l'ai promis à mon éditeur que pour 2015. Va falloir languir un peu. Un petit Mais peu. je l'ai promis, hein. Oui, bon bah c'est le Mais pour principal. 2015. Pour 2015. Bah, vous allez avoir le temps de travailler dessus alors. Vous avez d'autres projets? Des conférences? Non, il est question, allez, on peut le dire, que je refasse de la radio sur une grosse station. Oui, on la connaît. Ouais, donc il y a des projets qui sont en discussion, mais je ne peux dire qu'en discussion parce que on me propose d'être à l'antenne tous les jours, et si je suis à l'antenne tous les jours, je ne sais plus quel temps il me restera pour mes recherches d'abord et pour ma famille ensuite. Et si mon épouse m'entendait dire mes recherches d'abord, elle ne serait pas contente. Ben c'est clair. Mais enfin, il y a des discussions et il est probable que je vais refaire de la radio, oui, sur une station importante. D'accord. On peut vous retrouver sur Internet? Oui, bien sûr. Et puis, je continue à m'intéresser de près à tout ce qui se passe à Rennes-le-Château, qui n'a rien de paranormal, mais qui est absolument passionnant. Ah, vous viendrez nous en parler? Ah oui, quand vous voudrez. Il n'y a pas de problème. Là, si vous me demandez de parler de Rennes-le-Château, il faut peut-être qu'on s'y mette le matin, quoi. Oui, on fera une émission spéciale. Ah, entendu, ça, je noté. n'oublierai pas. Il n'y a pas de problème. Merci Yves Lignon d'avoir participé à cette émission à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bon courage et à très bientôt. À très bientôt et merci pour votre invitation. Fréquence Évasion.